Je sais que ma mère me considère quand même d'une manière assez spéciale. Aujourd'hui, je sais que je me suis construit à travers ça. Ouais. C'était, je dois faire mieux que mon père. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ta maman? Qu'elle continue d'être ma maman, tout simplement. J'ai reçu énormément d'amour de la part du Sénégal et des Sénégalais. La victoire à la CAN avec le Sénégal, ça a été game changer et ouais, c'est mon meilleur souvenir de carrière. On commence le premier match, on est nul. On est nul. Les premiers, c'était compliqué, c'est vrai, je me rappelle. Match de poule, on était nul. Mais on était persuadés qu'on allait aller au bout. Comment construire un groupe avec des gens avec des cultures différentes? Je sais que toi, tu es binational. C'est drôle parce qu'on en parlait avec Crépin Diatta qui joue à Monaco dernièrement. Ouais. La discussion, c'était qu'est-ce qu'on va devenir après. Comment tu appréhendes cette CAN déjà? Il va falloir aller au boulot. Salut à tous, bienvenue sur Brut, c'est Abdou Diallo. Vous allez m'écouter, me faire interviewer par Edouard et j'espère que vous allez kiffer. Suivez Brut, likez, partagez, abonnez-vous et bon visionnage. Salut Abdou. Salut. Merci d'être venu nous voir ici à Brut. Merci à toi de m'accueillir. Ça te fait quoi d'être dans l'environnement d'une rédaction? Alors, ça me fait quoi? Ça attise ma curiosité. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Ouais. Bon, là, c'est très calme, il n'y a pas grand monde parce qu'on est le week-end. Mais j'imagine qu'il doit y avoir une effervescence dans la semaine. T'imaginais Brut comme ça un peu? Non, vraiment pas aussi grand. Ça, c'était mes petites questions. On va rentrer dans l'interview. Abdou, il y a une phrase qu'un de tes coachs t'a dit un jour, je me permets de la citer. À chaque fois que tu vas faire une bêtise ou quelque chose qui va à l'encontre de ta réussite, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ça te dit quelque chose cette phrase? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi tu as commencé, Abdou? Donc, pourquoi j'ai commencé? J'ai commencé par passion. C'était le foot, c'est ce qui m'a lié à mon père quand j'étais petit. Mes premiers souvenirs de foot, c'était lui. Et j'ai toujours aimé ça. Par la suite, j'ai mon petit frère qui est arrivé, 3 ans plus tard. Ibrahima, qui est aussi joueur de foot. Ouais. Donc ça nous a liés toute notre enfance et encore aujourd'hui. Et donc voilà, de fil en aiguille, après ça va très vite. À 13 ans, j'avais déjà quitté la maison, j'étais en internat toute la semaine. Et puis après, ça s'est enchaîné jusqu'aux années pro. Ça ressemble à quoi une vie où déjà à 13 ans, très jeune, tu es déjà en internat? Comment tu le vis, la relation avec la famille, tout ça? J'ai un parcours un peu atypique. J'ai habité dans beaucoup de villes quand j'étais petit. Mais bon, je ne vais pas tout te dire, j'ai un livre en préparation. C'est très sérieux d'ailleurs. Non, j'y crois. Et ce sera mon deuxième livre. Enfin, déjà en premier, oui. C'est ça, j'en ai déjà sorti un. Donc finalement, quitter la maison, ça a été un déchirement vis-à-vis des gens de ma famille. Mais pas de l'endroit où j'habitais, parce que j'ai été habitué à bouger. Et finalement, je l'ai très bien vécu, je me suis bien adapté et je savais pourquoi j'y allais. Et justement, tu parlais de beaucoup de déplacements, je saisis la perche tout de suite. Tu habites à Tours, après vous avez fait Nantes. J'ai fait Nantes, j'ai fait Châteauroux, j'ai fait Angoulême. Angoulême, après retour à Tours, un moment. Exactement. Retour à Tours, ensuite centre de formation. C'était dû à quoi tous ces déplacements? C'est les aléas de la vie, de la famille. Ouais. Bon, moi j'étais petit, donc je suivais. J'ai vécu avec ma mère, donc je suivais ma mère. Ouais. Et donc voilà, c'est au gré de souvent des soucis qui ont fait qu'on a dû se déplacer. Et puis voilà. C'est quoi le rapport de Abdou avec sa famille, avec sa maman particulière? C'est un rapport d'un fils aîné. Quand je dis fils aîné, je ne suis pas le premier des enfants, mais je suis le premier des garçons. Et dans notre culture, c'est quelque chose d'important. Donc je sais que ma mère me considère quand même d'une manière assez spéciale. Et c'est aussi la relation d'un fils qui aujourd'hui a pas mal de responsabilités dans la famille et qui doit les assumer. Je t'ai entendu dans ce podcast avec Ibrahima où tu disais « maman a géré ». Ah oui. Oui, pour le coup, on est 8 enfants. Et elle nous a élevés seuls, donc vous imaginez bien que c'est pas facile tous les jours. Ouais. Je parlais avec elle il n'y a pas si longtemps que ça, et elle me disait honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait juste du mieux que je pouvais. Et finalement, elle a géré, puisqu'on s'en est à peu près tous sortis. Et puis voilà, donc on la remercie, on est reconnaissant. Ça forge le caractère d'avoir vécu tout ça assez tôt, assez jeune? Oui, ça forge le caractère. Honnêtement, j'ai eu la chance de jamais souffrir de ça. J'ai jamais eu de complexe par rapport à ma situation, ma réalité. Et surtout, comme j'ai beaucoup bougé, j'ai pu découvrir beaucoup de gens, beaucoup de situations, des différences sociales énormes, des villes différentes. Donc en fait, je me suis nourri de tout ça.
Et puis sur ma route, j'ai rencontré des gens aussi exceptionnels. Aujourd'hui, avec tout ce recul-là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ta maman? Un grand merci, et je lui dis même directement à elle. Ouais. Et puis juste qu'elle continue d'être ma maman, tout simplement. J'en demande pas plus. Toujours pour rester sur la famille, je sais qu'aussi la relation avec le papa n'était pas très simple. C'était quoi le contexte un peu? C'est un contexte familial où, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais où famille monoparentale. Ouais. Donc ma mère avait la charge des enfants, donc j'ai très peu vu mon père. Je pense que jusqu'à mes 10-11 ans, bref, 9-10 ans, je dirais. Ouais. Je l'ai pas mal vu, et par la suite beaucoup moins. D'autant plus que, comme je t'ai dit, j'ai intégré des cursus par rapport au foot. Donc c'était un papa beaucoup moins présent que la maman. Ouais. Quand on grandit dans ça, en fait, souvent on a une vision un peu différente Oui, forcément, tu grandis différemment. Tu grandis différemment. Moi, il y a un truc. Aujourd'hui, je sais que je me suis construit à travers ça. Ouais. C'était, je dois faire mieux que mon père. Ouais. Alors, c'est paradoxal, parce que je vais te dire, si j'avais pas eu cette enfance-là et qu'il avait été présent, peut-être que je me serais pas forgé comme ça, et que j'aurais pas eu cette aspiration à faire mieux toujours dans ma vie. Donc finalement, je ne me plains pas du tout de ça. Ça a été comme ça. Ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et un détail qui m'a marqué, j'ai épluché les podcasts. Franchement, j'ai creusé, j'ai fouillé un peu partout. Et tu disais que toi, il y a une phrase qui te marquait, c'est quand vous entendiez les autres garçons dire on mange quoi ce soir? Tu sais que j'ai toujours ce truc avec mon épouse. Vraiment? Je déteste qu'elle me demande qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que tu veux manger, parce que ça a toujours été comme ça pour moi. Ouais. Et celui avec qui j'écris le livre est un ami d'enfance, Augustin Audouin. Et je lui ai raconté cette anecdote après le podcast, et il a rigolé. Parce que lui ne se rendait pas compte. C'est ça. Qu'à l'époque, il était dans le vestiaire et il demandait et toi, qu'est-ce que tu manges ce soir? C'est naturel. Moi, pas de réponse, je sais pas. Exactement. Ça ne veut pas dire que je mangeais pas, mais je savais pas quoi. Tu manges ce qu'il y a. C'est ça. Tu manges ce que tu vas trouver. C'est ça. Mais bon, ça ne m'a pas posé problème. Bien sûr. Vraiment. Quand tu repenses à ton parcours jusqu'ici, qu'est-ce qui te vient en premier en tête? Par rapport à mon parcours footballistique, donc j'imagine. Qu'est-ce qui me revient en tête? Un événement fort qui t'a marqué, qui t'a transcendé? Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Je dirais sur la formation, je dirais le titre de champion de France U19, parce que j'étais surclassé. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas loin du but. Ce que je pensais être le but à l'époque, c'est-à-dire signer pro. Et ensuite, je dirais la victoire à la CAN. Ah oui. La victoire à la CAN avec le Sénégal, ça a été c'était game changer, et c'est mon meilleur souvenir de carrière. Totalement. Surtout, on arrive dans un contexte où, bien sûr, la CAN au Cameroun, c'était incroyable. Je pense que première CAN aussi. Tu y étais? J'y étais. C'était la folie. Transcendé. Première CAN, comment vous l'avez vécu dans les vestiaires, à l'intérieur, au cœur même de... C'était fort en émotion. Parce qu'en fait, on avait un groupe, c'était un condensé de tout ce qu'il fallait en fait. Il y avait des anciens qui avaient perdu des CAN, joué des finales, qui avaient été éliminés très tôt aussi, donc qui étaient revanchards. Il y avait des nouveaux, comme moi, mais qui avaient quand même une certaine expérience déjà du très haut niveau. Et il y avait des fougueux, type Bamba, Pape Matar, etc. Donc en fait, il y avait l'alchimie parfaite. On commence le premier match, on est nul. On est nul. Les premiers, c'était compliqué, c'est vrai, je me rappelle. Match de poule, on était nul. Mais on était persuadés qu'on allait aller au bout. Et ça nous a porté jusqu'à la fin. Totalement. En plus, c'était date anniversaire un peu, parce que 2002, on perdait cette CAN violente face au Cameroun. 2021-2022, on la joue au Cameroun. C'est ça. Moi qui suis né en 96, 2002, j'ai des flashbacks. J'ai pas l'entièreté de la compète, mais j'ai des trucs qui me lient à cette génération. Et c'est cette génération qui m'a vraiment baffé en fait dans mon enfance, et qui a été mes premières joies
concernant le Sénégal. Ouais. Donc, puis là, mon coach était issu de C'est vrai 2002. aussi, Et là, Ali. j'étais avec nous. C'est vrai. En finale, on a vu Khalilou est venu. Enfin, c'était Incroyable. parfait. C'était parfait. En parlant d'alchimie et de groupe, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce fait-là au sein de la tanière des binationaux et des nationaux. Comment se passe l'alchimie, justement? Comment construire un groupe avec des gens avec des cultures différentes? Je sais que toi, tu es binational. Comment on s'intègre dans un groupe quand on arrive dans une sélection nationale en étant binational? Alors, pour ma part, je me suis intégré très vite et très facilement. Et j'ai pas forcément la potion magique pour ça. Ouais. J'ai juste été moi. Ouais. Très honnêtement, j'ai juste été moi. J'avais soif d'apprendre, de découvrir, de comprendre. Donc rapidement, ça a connecté avec tout le monde. Et c'est drôle parce qu'on en parlait avec Crépin Diatta qui joue à Monaco dernièrement. Ouais. La discussion, c'était qu'est-ce qu'on va devenir après. Ah. Et lui me dit, président de la Fédé, toi, c'est bon. Et en fait, on se rend compte que jamais un binational n'a été à ces postes-là. C'est vrai. Et Crépin me dit, oui, mais notre génération, c'est plus une question, ça. C'est plus une question. Il me le dit comme ça. Pour notre génération, c'est plus une question, ça. Ouais. En fait, le binational local, on ne se pose plus la question. On est sénégalais. Ouais. Et ça marche très bien. Totalement. Ouais. La carrière d'un joueur, Abdou, on va aussi en parler. C'est quoi la vie d'un pro en dehors des caméras, des lumières? Alors, la vie d'un pro, je dirais routinier. C'est routinier. Pourquoi? Parce que tous les 3 jours, tu joues. Ouais. Tous les 3 jours, tu te prépares de la même manière. Donc, la veille, l'avant-veille, tu as une routine en fait. Et ça se répète. Et nous, le foot, on joue 9 mois dans l'année. Ouais. C'est pas comme le basket ou d'autres sports où, par exemple, moi, je suis beaucoup tout ce qui est sport de combat. Ouais. Eux, ils font un camp d'entraînement pour un combat. Mais s'ils combattent 3 fois dans l'année, c'est déjà énorme. Ouais. Nous, c'est 9 mois. On continue. 2 mois de prépa. Donc, au final, on n'a qu'un mois de vacances séparés été et hiver. Et on a les compétitions internationales de temps en temps qui viennent en plus. Donc, c'est fatigant, c'est éreintant, beaucoup de voyages aussi. Ouais. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais malgré tout, c'est des expériences incroyables. C'est des shoots d'adrénaline, d'émotions, de dopamine. C'est clair. Et donc, il faut vivre le truc à fond, tant que ça dure, parce que c'est court. C'est très court. Mais voilà, donc tu as beaucoup de plaisir et quelques contraintes. Donc, il faut faire avec. Court mais intense. Le débat revient souvent sur l'exigence envers les joueurs. C'est quoi ton point de vue par rapport à ce débat-là? L'exigence, elle vient de qui? Des instances sportives? C'est des exigences vraiment différentes. Tu vas avoir l'exigence au quotidien qui est le coach et son staff, le président, le directeur sportif. Tu vas avoir tes exigences personnelles. Qui sont peut-être les plus importantes. Les exigences de tes coéquipiers, parce que c'est un sport d'équipe. Donc s'il y en a un qui foire, ça peut faire couler tout le monde. Désolé. S'il y en a un qui se loupe, ça peut faire couler tout le monde. Et puis après, tu as l'entourage du club, l'entourage personnel aussi, famille, amis. Donc c'est très différent. Mais finalement, celle qui compte vraiment, c'est ton exigence à toi. Parce que tu es un individu, tu es seul, tu es responsable de toi-même. Et puis, ma mère me disait à l'époque, c'est un sport collectif, mais tu réussis seul. C'est fort. Et c'est vrai. Tu parlais souvent, enfin tout à l'heure, du fait que forcément la carrière d'un joueur, c'est assez court. Donc, il y a aussi l'après à préparer. Comment tu prépares l'après? Très honnêtement, je ne prépare pas l'après. Ok. Et j'essaie de faire des choses. Parce qu'en fait, ça m'est venu beaucoup pendant le confinement. En fait, comme j'allais pas sur le terrain, du coup. j'avais du temps. Et c'est là que je me suis mis en tête d'écrire un livre. Donc je me suis réuni avec 3 de mes amis du centre de formation. Et j'ai compté mes heures, on était à mi-temps. Donc en fait, j'avais un nouveau taf dans ma vie, c'était écrivain. Comme ça, sur un coup de tête. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire des choses. Et pas seulement du foot. Donc je ne vois plus la fin de carrière sportive comme un point final. Je pense qu'il y aura peut-être un trait d'union, mais je le vois plus comme une continuité. Une continuité. De ma vie en fait. Et c'est quoi les projets d'Abdou Diallo en ce moment? En ce moment, alors, il y en a pas mal.
dont un qui me tient particulièrement à cœur, c'est un projet associatif. Donc il va s'appeler 22 Stars. 22, 22. 22 pour mon numéro. Ouais, C'est aussi le nombre de joueurs sur un terrain de foot. c'est vrai. Et ça me permet de faire 11 filles, 11 garçons. La parité. Ok. Donc, C'est réfléchi tout ça. exactement. Et Star, ça vient du drapeau du Sénégal, Ouais, qui contient une étoile. ok. Et ça vient aussi d'une petite punchline de mon grand frère Eladji Diouf, Ah, qui disait que l'étoile sur le drapeau, c'était lui. ah, Et en fait, cette mentalité, j'aime beaucoup. ouais, Parce qu'il a la soif de représenter quelque chose, d'être quelqu'un. ok. Et je pense on doit tous avoir ces aspirations-là. Mm. Donc j'ai repris ça, ça a donné 22 Stars. Ok, Donc ça va être une formation au métier autour du sport. ok. Parce que même si on ne réussit pas sur le terrain, il y a toute une économie et Sportive une industrie autour. en fait Totalement. qui se développe. Donc on peut vivre du sport sans être sportif. Mhm. Donc il y aura média training, Ok, communication, marketing, leadership, développement personnel et professionnel. Donc on va faire ça sur 1 an, à hauteur de 2 sessions par mois. Et voilà, l'idée c'est que ensuite les jeunes puissent venir me rendre visite au Qatar. oh, Ouais, stylé. c'est l'idée. À l'occasion de la Coupe du Monde U17. Ah, Ah oui, on ne fait pas les Ouais. choses pour rien. On ne fait pas les choses pour rien quand même. ok. Donc à l'occasion de la Coupe du Monde U17, Ouais, pour ensuite se préparer au JOJ Dakar 2026, dont je suis l'ambassadeur. Et l'idée, c'est qu'ils travaillent directement sur l'événement. donc formation prépa, Mhm. application sur le terrain Mhm. directement en venant au Qatar Et travail, et anticiper avec les exactement. Et qui sortent par la suite avec un CV où voilà, j'ai déjà une expérience professionnelle. Ça représente quoi pour toi déjà de s'investir dans un projet au Sénégal et de le faire autour du monde économique sportif? Déjà, ça me tient à cœur parce que je suis originaire du Sénégal. J'ai reçu énormément d'amour de la part du Sénégal et des Sénégalais après les 2 CAN que j'ai jouées et la Coupe du Monde. Mm. Donc c'est une manière pour moi de rendre. Ouais. Et ensuite, je suis curieux. C'est des choses qui me parlent Mhm. et j'ai envie de développer des choses. Mhm. Et on ne fait jamais les choses seul. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de former et puis tout le monde va en profiter en fait. Mm. Et moi, je considère que de par ma position, je dois être un pont Ouais. entre mon pays d'origine, mon pays de résidence, mon pays de naissance et le monde en fait. Ouais. Donc si ça peut aider certains joueurs à éclore, évidemment que je le fais. Et puis on verra ce que je deviendrai plus tard. Mais je suis sûr que je vais en recroiser. Dernier point, Abdou, j'aimerais qu'on parle de la CAN en perspective qui arrive. Ce sera au Maroc. Comment tu appréhendes cette CAN déjà? Première question. Très bien, Ouais. bien parce que je suis confiant sur des forces de mon équipe. On a une très belle équipe, de très bons joueurs, de très bons jeunes, Mm. avec un effectif qui Ouais. est en continuelle évolution, parce que tous les ans, il y a des pépites qui sortent. Ouais. Et puis, il y a aussi une ossature très solide qui Mm. va permettre d'accompagner tout ça. Donc, confiant, Ouais. motivé. Et puis, on va se sentir un petit peu à domicile au Maroc, parce que C'est énormément de Sénégalais. C'est vrai. J'arrive de Marrakech, donc je peux en témoigner. Donc voilà, toujours très confiant, très serein. Il va falloir bien se préparer par contre, Mhm. mais on y va pour gagner. Une poule où le Sénégal est clairement l'un des plus gros favoris avec la RDC, le Bénin, le Botswana. Comment on se positionne Est-ce que c'est une pression supplémentaire quand on arrive favori de son groupe dans une CAN? Oui, Mhm. mais c'est une bonne pression. Ouais. Et c'est une pression à laquelle, moi particulièrement, je suis habitué, parce que j'ai joué dans des clubs qui Ouais. dominaient. Mm. Et ma sélection, depuis que j'y suis, domine. Donc il ne faut pas se cacher. Il faut assumer ce statut-là, mais en étant conscient que ce n'est qu'un statut. Et que la réalité, c'est sur le rectangle vert qu'elle se décide. Mm. Donc il va falloir aller au boulot. Il y a une question que je suis obligé de te poser aujourd'hui. Comment se passe l'arrivée de Pape Thiaw? Pape Thiaw, c'est pas vraiment une arrivée. Il était vrai, déjà, il était déjà là. déjà en interne, donc on le connaissait en Ouais. fait. On le connaissait. C'est plus le changement, ça a plus été le départ d'Aliou départ d'Aliou. que l'arrivée de Pape. Ouais. Mais bon, il a pris ses marques très rapidement. Nous, on a essayé de l'aider du mieux qu'on pouvait. Je dis nous parce que Ouais. je suis là depuis un petit moment déjà.
Et puis voilà, maintenant, c'est les résultats qui vont parler. C'est comme ça, c'est le foot. Ouais. Seul le résultat compte et on lui souhaite un long parcours avec nous et on espère gagner des titres. Merci Abdou. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci vraiment. C'est un plaisir. Ah, t'as voulu me piéger, hein? Ah, je me suis mis dans un problème. Je pensais qu'il allait me dire alors ce matin, comment tu... Edouard, je suis sur les appuis, hein?